Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, un Zoom aujourd'hui spécial philo avec mon invité Pierre Le Vigan. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre Bergerot. Pierre Le Vigan, urbaniste, essayiste, diplômé en économie, en urbanisme, en histoire et en philosophie. Vous êtes un homme complet. C'est gentil de me dire ça. J'essaye de ne pas être trop incomplet. C'est déjà pas mal. Et vous nous présentez une trilogie, Pierre Le Vigan. Alors, vous nous aviez envoyé que cela que j'ai lu, le 3e tome. Il vient de sortir, donc je n'ai pas pu le lire. Vous venez de me le présenter quand on préparait à l'instant cette émission. Avez-vous compris les philosophes, édité à La Barque d'Or, un titre un petit peu en forme de provocation. Vous partez du présupposé que les lecteurs auraient pu passer à côté du message des philosophes. Pourquoi y aurait-il au fond une incompréhension de la philosophie ? Alors c'est une interpellation, effectivement, sur le thème les avez-vous compris ? C'est-à-dire, dans ce que vous avez compris, êtes-vous sûr d'être allé au bout des choses ? Moi-même, je ne suis pas sûr de les avoir parfaitement compris, bien entendu. Je crois qu'on n'a jamais compris un philosophe intégralement. Mais pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'il s'exprime dans un langage trop soutenu ou parce qu'ils ont un cerveau surdéveloppé au-dessus de la moyenne et que les autres ne peuvent pas entendre ? Alors je pense qu'on n'a jamais totalement compris un philosophe parce que le philosophe lui-même ne se comprend pas entièrement. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, un philosophe, quand il écrit, il est en recherche. Il tâtonne. Il tâtonne, il travaille, et donc il émet des hypothèses et il les vérifie en écrivant. De ce fait, un philosophe n'est jamais entièrement d'accord avec lui-même. Marx disait « je ne suis pas marxiste ». Hegel aurait peut-être dit « vous savez, je ne suis pas hegelien ». Alors ça ne veut pas dire que les gens n'assument pas leurs propos et leurs théories, mais ça veut dire qu'ils ne font pas le tour complet de ce qu'ils sont eux-mêmes en train de développer. En ce sens, le lecteur lui-même, le modeste lecteur et le modeste commentateur que je suis, ou médiateur, ou passeur, j'essaye d'être un passeur en quelque sorte, d'aider le lecteur à comprendre, ne peut pas prétendre avoir complètement compris les philosophes. Si j'ai donné, je pense, quelques clés de compréhension, quelques éléments pour tirer sur la pelote et voir arriver d'autres choses que les premières choses qui sont apparentes, je pense que j'aurais déjà fait un bon travail. En gros, l'objectif, c'est ça. Après en avoir fini avec Kant, en avoir fini avec Nietzsche, c'est-à-dire avoir tout compris de Kant, avoir tout compris de Nietzsche, je crois honnêtement que c'est à la portée de peu de gens. Pierre Le Vigan, est-ce qu'on peut dégager 3 ou 4 dimensions, 3 ou 4 grandes dimensions de la philosophie ? Alors, je serais volontiers d'accord avec Kant là-dessus, et il expliquait qu'il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Que puis-je connaître ? La théorie de la connaissance, l'épistémologie. Que dois-je faire ? L'éthique. C'est pas bête ça, que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Pas seulement mettre mon masque, ça serait trop simple. Il y a d'autres éléments de l'éthique dans la vie. Et ensuite, que puis-je espérer ? Le salut, la sotériologie, la doctrine du salut, voilà. Et Kant disait, ce sont les 3 grandes questions que je souhaite aborder. C'est d'ailleurs les 3 grandes questions qu'il a abordées dans la critique de la raison pure pour la première, dans la critique de la raison pratique et dans la critique de la faculté de juger, ce qu'on appelle les 3 critiques. Et il disait, ces 3 questions culminent en une 4e, donne en fait, si on répond à ces 3 questions, on a en fait la réponse à la 4e, à laquelle, dit Kant, j'aimerais bien répondre. Et bien la 4e, c'est qu'est-ce que l'homme ? Parce qu'effectivement, la philosophie essaye de répondre à cette question, qu'est-ce que l'homme ? Tandis que la science essaye de répondre à la question, que sont les objets du monde ? Voyez ? Justement, Pierre Le Vigan, entre science et religion, quelle place faites-vous à la philo ? Alors effectivement, la science, c'est la connaissance des objets du monde, en tant qu'ils sont extérieurs à nous, même si, bien entendu, on est arrivé, depuis plus d'un siècle, à se rendre compte qu'il pouvait y avoir un rôle de l'observateur
sur l'objet observé. C'est Niels Bohr et l'école de Copenhague. Mais enfin, néanmoins, la science, ça reste, si on la résume simplement, comment connaître les objets du monde. La philosophie, c'est plutôt comment connaître l'homme, alors que la religion, c'est comment connaître le ciel, un autre monde, un monde qui nous échappe, comment connaître les conditions de notre salut. Donc évidemment, la philosophie, en quelque sorte, c'est vraiment la petite sœur de la science et la petite sœur de la religion. C'est-à-dire qu'elle est arrivée tardivement et ces deux grandes sœurs prenaient beaucoup de place. Et la philosophie a poussé pour essayer de se faire une place et elle y est arrivée, mais difficilement. Alors tardivement, c'est une façon de parler quelque part, parce que vous commencez avec Platon, Pierre Le Vigan. Il parle des idées comme étant le plus haut degré de l'être, mais à quoi servent les idées ? Alors pour Platon, les idées servent à faire exister le monde, servent à faire exister l'être, tout simplement. C'est-à-dire que la forme supérieure de l'être, c'est la beauté. La beauté, c'est en quelque sorte l'idée de l'idée. C'est l'idée se pensant elle-même. Alors quand Platon parle de la beauté, quand il parle de Dieu, quand il parle de l'être, ce sont quasiment des termes synonymes. Dieu, l'être, la beauté, c'est la même chose et c'est l'idée se pensant en tant qu'idée. En quelque sorte, c'est l'idée se réfléchissant elle-même. Ou si vous préférez, c'est la pensée de la pensée. Donc effectivement, l'idée explique le monde chez Platon. C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus réel dans l'être, selon Platon, c'est en fait l'idée. Et le monde sensible, curieusement, le monde que nous sentons, que nous appréhendons, cette table par exemple que je touche, elle est pourtant moins réelle pour Platon que l'idée de la table. Vous voyez, ça paraît curieux parce que je la touche. C'est le concept avant le réel. Et je ne touche pas l'idée de la table après, mais néanmoins, selon Platon, il n'y aurait pas cette table que je peux toucher sans l'idée de la table. Vous voyez ? Et alors, il y a quelque chose qui est encore moins réel que la table. C'est une copie de la table. Par exemple, un tableau représentant la table. Ou, par exemple, les chaussures que peint Van Gogh, qui ne sont jamais que donc une reproduction, une image d'un objet réel, la chaussure, mais qui n'est elle-même qu'une déclinaison de l'idée de chaussure. Voyez ? C'est une interview qui va nous donner le tournis, j'ai l'impression. Aristote, contemporain de Platon, évidemment, Pierre Le Vigan. Pourquoi dites-vous qu'il est un platonicien contrarié ? Alors, c'est un platonicien contrarié parce que c'est vrai qu'on imagine assez mal Aristote n'ayant pas lu Platon, n'ayant pas été disciple de Platon, et même ayant voulu être l'héritier intellectuel de Platon. Il n'y est pas arrivé. En quelque sorte, le problème, c'est que Aristote, ayant une forte envergure intellectuelle, évidemment, a voulu prendre le relais de Platon, et finalement, inévitablement, il a corrigé Platon, de même que Marx, par exemple, a corrigé Hegel. Donc, effectivement, c'est un platonicien contrarié. On a parfois expliqué que Aristote reprenait les mêmes concepts que Platon, mais en inversant la priorité. C'est-à-dire que finalement, Aristote, contrairement à Platon, préfère partir de la description du particulier pour aller au général, alors que Platon part plutôt du général pour aller au particulier. Si vous voulez, la méthode de Platon, c'est plutôt la déduction. Vous partez d'un principe et vous descendez. La méthode d'Aristote, c'est plutôt l'induction. Vous partez, par exemple, d'un petit animal concret que vous avez vu dans le jardin, et à partir de là, vous essayez de déterminer quel genre d'animal est-ce, à quelle espèce d'animal il appartient, et qu'est-ce que l'animalité. Donc vous voyez, vous partez du bas pour remonter vers le haut. Mais aucun des deux ne nie ni le haut ni le bas. C'est-à-dire que Platon ne nie pas le particulier, Aristote ne nie pas la généralité. Simplement le point de... Ils changent de méthode, mais ils arrivent au même résultat ?
Alors, il n'arrive pas tout à fait au même résultat parce que, en quelque sorte, Aristote fait une place plus grande à la déité et à une déité unique, en quelque sorte, puisque ce qu'il y a de suprême pour Platon, ce sont les idées, et ce qu'il y a, alors non pas forcément de suprême, c'est pas le langage d'Aristote, mais ce qu'il y a de premier pour Aristote, c'est le premier moteur, qu'il appelle le premier moteur immobile, qu'on appelle aussi parfois le premier mouvant immobile, et ce premier moteur immobile, c'est la cause des causes, la cause de toutes les causes, et c'est Dieu, c'est la déité. Et c'est vrai qu'avec Aristote, on se rapproche peut-être plus qu'avec Platon de ce qui sera ensuite le monothéisme. Hein, si vous voulez, c'est les monothéismes d'ailleurs. On va poursuivre avec la religion, avec un autre grand philosophe que les élèves de terminale ont l'occasion d'étudier, Emmanuel Kant. Vous écrivez dans le chapitre dédié à Kant, « La vraie religion ne consiste pas à vouloir se sauver ». C'est quoi cette vraie religion ? Oui, alors pour Kant, on ne peut pas, on doit être religieux, on doit être chrétien, pour être très précis. Hein, Kant assume parfaitement la religion de son pays et de son époque. Hein, il n'est pas du tout critique par rapport à cela. Simplement, pour lui, contrairement à toute la pensée scolastique du Moyen-Âge, on ne peut pas prouver la pertinence de la religion. On ne peut pas prouver, au fond, l'existence de Dieu. On doit croire en Dieu, mais parce que... c'est le principe de la foi, quoi. Ça aide à avoir une conduite morale. Si vous voulez, c'est pas Dieu qui dit ce qui est moral. Kant l'explique, c'est l'impératif catégorique. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Ne traite jamais autrui. C'est la seconde, la mineure en quelque sorte de l'impératif catégorique, c'est ne fais jamais à autrui, ne traite jamais autrui comme un moyen, traite-le toujours comme une fin. Voilà. Donc la majeure et la mineure de l'impératif catégorique, et donc c'est pas Dieu qui crée la morale, il dit simplement la morale aide à... La religion aide à être morale. Ensuite, ce que dit Kant, c'est qu'il ne faut pas chercher le bonheur, qu'il faut chercher la conduite droite, c'est-à-dire qu'il faut avoir une conduite morale, il faut chercher la morale. Lui qui, dans sa jeunesse, fréquentait les prostituées et avait des soirées très arrosées avec ses amis, Emmanuel Kant. Oui, je crois qu'il a changé à 40 ans, il a changé assez tôt. Hein, il a changé assez tôt. Donc, en l'occurrence, non, c'est vrai que Kant a une vie ensuite assez rangée, assez tranquille. Alors, on dit qu'il n'a dérogé à sa promenade quotidienne que pour acheter le journal, le jour de la Révolution française, qui était en fait le jour de la prise de la Bastille et le jour de la parution d'un livre de Rousseau, qui était soit les Confessions, soit la Nouvelle Héloïse. Kant est très moral. Alors, fréquenter les prostituées n'est pas forcément moral, puisqu'on ne peut pas appliquer le principe « ne fais pas à autrui ce que tu veux ». C'est pas immoral, en quelque sorte. Clair. C'est pas... Si Kant avait violé, il aurait, par contre, contrevenu à son propre principe. Mais en l'occurrence, ce sur quoi Kant insiste, c'est qu'il ne faut pas chercher le bonheur, que le bonheur viendra peut-être à la suite d'une conduite morale. Mais qu'il ne faut pas chercher le bonheur d'abord. Et de toi, le ciel t'aidera, c'est un petit peu ça, non ? C'est un petit peu ça, et c'est la grande différence avec les épicuriens qui, eux, parlent de la recherche du bonheur. Dans Hegel, vous avez cette phrase, Pierre Le Vigan, « Le progrès ne se fait pas en pleine conscience, mais en aveugle ». Le progrès est donc quelque chose que l'on peut constater a posteriori, alors. Oui, alors la notion de progrès chez Hegel, c'est quelque chose de toujours très dialectique, très évolutif. Effectivement, selon Hegel, l'homme ne se rend pas compte de toutes les étapes de l'évolution de sa propre histoire. L'homme les subit en quelque sorte, c'est-à-dire que ces évolutions ont un sens, mais qui échappent en bonne partie à l'homme.
Alors effectivement, la théorie d'Hegel est extrêmement complexe. Elle est encore plus complexe que celle des 3 stades d'Auguste Comte, le stade théologique, métaphysique, positiviste. Chez Hegel, c'est encore plus compliqué. Les évolutions de l'histoire ont des répondants, y compris dans chaque forme de l'art, par exemple la sculpture, la peinture, etc. Donc c'est un système extrêmement complexe dans lequel il y a une ascension continue. En ce sens, il y a un rapport entre Hegel, d'ailleurs, on pourrait dire, et Plotin. Plotin, le néo-platonicien qu'était Plotin. Il y a vraiment une notion d'ascension continue, un petit peu en spirale, de l'histoire humaine. Et effectivement, l'homme n'est pas conscient, ça serait trop facile. Pourquoi l'homme n'est pas conscient ? Pas parce qu'en fait, l'homme ne cesse de se construire lui-même. Si vous voulez, Hegel envisage l'histoire comme une logique, avec toujours 3 étapes. On commence par la logique, justement, par le logos, par la raison. Ensuite, ceci amène à avoir une théorie de la nature, à s'incarner dans la nature qui est en quelque sorte l'objectivation de la raison. Et la synthèse du logos et de la nature, qui inclut l'homme, puisque l'homme fait partie de la nature, ne se réduit pas à la nature, mais fait partie de la nature. Donc la synthèse du logos et de la nature, c'est l'esprit. Et le stade suprême de l'évolution humaine vers lequel nous allons, vers lequel nous tendons, nous dit Hegel, c'est l'esprit absolu. Et l'esprit absolu se manifeste notamment, alors par des formes supérieures de l'art, notamment la religion chrétienne, qui vraiment, pour lui, est le couronnement en quelque sorte de toute la pensée humaine, et la création d'institutions. C'est en ce sens qu'Hegel dit l'État, finalement, manifeste le plus haut degré de la conscience humaine. Alors évidemment, les philosophes sont plutôt chrétiens en règle générale, Pierre Le Vigan. Alors en Europe, ils sont pratiquement tous chrétiens, y compris Nietzsche, y compris les philosophes des Lumières. Alors évidemment, ça change avec Nietzsche. Vous dites à propos de lui, nul n'a fait plus que Nietzsche pour que l'homme se connaisse lui-même. Et vous avez également cette phrase, il faut se guérir du désamour de la vie. Est-ce qu'il a une recette pour se guérir du désamour de la vie ? Alors, la recette de Nietzsche pour se guérir du désamour de la vie, c'est d'éviter le romantisme. Ah oui, il dit c'est le pire ennemi, c'est le plus grand danger aux yeux de Nietzsche, le romantisme. Ah oui, Nietzsche critique, alors c'est très curieux parce que Nietzsche est ambivalent, parce que comme on le sait, dans la première partie de sa vie, il est ami de Wagner, et pas seulement ami de Wagner, mais ami du travail poétique et musical de Wagner, admiratif de ce travail poétique et musical, qui est quand même un travail fondamentalement romantique. Et ensuite, Nietzsche s'en détache, de même qu'il se détache de Schopenhauer, pour faire l'apologie d'un état d'esprit plus froid, plus glorieux, plus net, peut-être plus scientiste, consistant à rechercher la force et à prendre ses distances avec tout épanchement. Donc effectivement, Nietzsche n'a cessé d'être en recherche de ce qu'il n'avait pas. C'est-à-dire, ce qu'il n'avait pas, c'était par exemple le cynisme. Nietzsche, au plan personnel, était le contraire d'un cynique. Et, au fond, une bonne partie de sa philosophie fait l'apologie d'une certaine froideur cynique et d'une capacité d'instrumentaliser les autres, le règne des forts, etc. Donc il y a chez Nietzsche l'apologie d'une capacité d'être machiavélien, capacité qu'il n'avait absolument pas. Donc Nietzsche faisait l'apologie de ce dont il manquait au plan personnel. Vous étudiez également Bergson, je crois que c'est dans le tome 2, et vous avez cette phrase à propos de Bergson, « L'intelligence ne se réduit pas à l'usage de la raison ». Qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus de la raison pour faire fonctionner l'intelligence ?
Alors oui, pour Bergson, ce qui est le plus important, il en parle dans ses discours pour l'attribution de prix d'honneur, etc., de prix d'excellence. Ça, c'est des choses qui se faisaient beaucoup à la fin du 19e siècle. Il y a plusieurs discours de Bergson, dont un en 1902 là-dessus. Effectivement, pour Bergson, le plus important, c'est l'intuition. L'instinct? Absolument, c'est à peu près la même chose. Alors, franchement, il y a une formule de Barès qui pourrait être... L'intuition, c'est l'instinct de l'homme. L'intuition, c'est l'instinct, mais l'instinct non pas chez les animaux, mais chez l'homme. Il y a une formule de Barès qui pourrait être de Bergson. Vous savez, Barès parle de l'intelligence, cette petite chose à la surface de nous-mêmes. Alors c'est typiquement bergsonien, et chacun aura remarqué qu'il y a un point commun entre Bergson et Barès, c'est tout simplement leur époque. Ils sont exactement de la même époque. Donc ça, c'est vraiment un point commun. C'est dans l'esprit du temps, dans l'esprit des années 1900-1920. C'est vraiment, qui était quand même la grande époque de Bergson, même si Bergson est mort en 41, mais il n'a pas écrit grand-chose, en dehors des deux sources de la religion dans les années 30. Il n'a pas écrit grand-chose après les années 20. Et donc effectivement, pour Bergson, l'intuition est fondamentale. L'intuition qui, en quelque sorte, réunit l'intelligence et l'instinctif et la sensibilité, réunit le sensible et l'intellectuel, réunit en quelque sorte, on pourrait presque dire, réunit Aristote et Platon, le sensible, Aristote, l'intellectuel, l'intelligible, les idées du monde supralunaire, du monde sidéral, du monde d'en haut. Eh bien, effectivement, l'intuition réunit ça, réunit le sensible et réunit les idées d'en haut. Vous reprenez cette phrase de Sartre, je suis de trop, donc je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, chez Sartre, il y a quelque chose qui relève de l'existentialisme au sens, je dirais, le plus daté des choses. C'est un peu le sentiment d'étrangeté de l'être au monde. Alors c'est un peu ce qui réunit d'ailleurs Sartre et Camus, que tant de choses opposent par ailleurs. Mais il y a quand même un point commun dans les années 40-45, entre Camus, Sartre et bien d'autres, c'est ce sentiment d'étrangeté du monde et un petit peu d'absurde en termes camusiens. Alors effectivement, pour Sartre, l'homme est en quelque sorte toujours étranger au monde, car il ne fait pas partie d'une communauté. Sartre ne conçoit pas du tout la place des enracinements pour l'homme, pas du tout. Le seul lien collectif que conçoit Sartre, il est très particulier, c'est le lien entre l'homme, l'individu isolé, requinquin dans la nausée, qui est un homme malheureux, et le groupe en fusion. Alors évidemment, ça explique d'ailleurs les choix politiques de Sartre, parce que où est-ce qu'on trouve le groupe en fusion? Dans les insurrections, dans les émeutes, dans la foule qui essaye de prendre le pouvoir ou de prendre d'assaut un palais, etc. Les grandes heures, si j'ose dire, qui ne sont pas d'ailleurs spécialement glorieuses, mais grandes heures au sens historique de la Révolution française, les 10 août, l'invasion des Tuileries, etc. Alors là, évidemment, on a un groupe en fusion. Alors ça, Sartre est fasciné par ça, et pour le coup, là, l'individu peut s'oublier dans ce groupe en fusion, ou alors dans le parti politique. Mais alors le parti politique au sens, si vous voulez, des partis totalitaires. Des bolcheviques du terme. Voilà, au sens bolchevique du terme, voilà. Donc du coup, parce que Sartre n'envisage pas l'homme pris dans un tissu de liens sociaux naturels. Pourquoi ? On pourrait dire, somme toute, si Sartre rêverait, analyser la société en sociologue, par exemple, comme Michel Maffesoli, il verrait que, ma foi, en fonction de sa communauté d'appartenance, on a tous des liens, soit dans les milieux populaires, où on se retrouve à jouer au billard, soit dans les milieux bourgeois, où on se retrouve au golf. Je prends bien sûr des images volontairement caricaturales, mais
personne peut comprendre que chacun a son cadre social, socio-culturel. Mais le problème, c'est que Sartre déteste sa classe d'origine, qui est la classe bourgeoise. Donc, il théorise l'idée de l'homme sans appartenance, on pourrait dire l'idée de l'homme sans qualité, pour reprendre l'expression de Robert Musil, voilà, de l'homme hors sol. Et cet homme hors sol, Sartre essaye de lui trouver à un moment donné quand même des liens avec les autres, parce que c'est tout de même un peu difficile d'imaginer les hommes jamais sans lien avec les autres. Et alors ces liens, il les imagine dans le groupe en fusion, le groupe révolutionnaire. Dernière question, Pierre Le Vigan, au regard de l'enseignement de tous ces philosophes, vous qui êtes vous-même philosophe, quel regard portez-vous sur les événements actuels liés au Covid-19 ? Alors, j'ai trouvé étonnant quand même la capacité de notre peuple à accepter un confinement très, très dur, hein, surtout jusqu'au 11 mai, avec une privation quand même des libertés les plus essentielles. Si vous voulez, pour faire court, il y a deux choses qui m'ont choqué. L'une, la principale, c'est qu'on a quand même laissé mourir nos anciens, une partie de nos anciens dans les EHPAD, hein, très clairement, puisque le système de soins a en bonne part refusé de les hospitaliser et les laisser mourir, parfois en administrant des sédatifs qui conduisent à la mort. Donc ça, je pense qu'il y a une responsabilité terrible, je pense, de notre civilisation, enfin une interrogation collective à avoir. Nous avons laissé, même si nos politiques sont plus responsables que nous tous, chacun d'entre nous, que moi, que vous. Il y a une responsabilité collective. Nous avons laissé mourir nos anciens avant tout, parce qu'ils n'ont pas d'utilité économique, hein, il faut bien le dire. Donc ça, c'est la mise en cause, je fais une mise en cause, bien sûr, de l'économicisme, de la domination de la fonction économique dans nos sociétés. Deuxième chose, la privation excessive de nos libertés. Alors, je ne conteste pas qu'il fallait certainement mettre des masques, etc. Je pense que là, ça se discute. Ça peut se discuter, mais je pense qu'il y a des raisons pour expliquer que, dans certaines circonstances, en tout cas, ça pouvait se faire. Par contre, il n'y avait pas de raison valable d'interdire les bois, d'interdire les parcs, d'interdire les randonnées dans la forêt vosgienne. Et je pense que là, on a été très loin, trop loin, dans la privation de liberté essentielle. Je trouve ça très choquant. Je pense que rien ne peut légitimer l'accoutumance à certaines pertes essentielles de liberté. Donc, discipline collective quand il le faut, oui. Privation de liberté essentielle, non. Je pense que là, il faut dire qu'il y a des limites qui ne doivent pas être dépassées. Pierre Le Vigan, voilà. Merci. Je vais rappeler rapidement donc, le titre de vos ouvrages. Il est en 3 tomes. Avez-vous compris les philosophes? Voici le tome 1, voici le tome 2 et le violet qui vient de sortir, le tome 3 avec Épicure, Lucrèce, Berkeley, Hume, Bruno, Lénine, Ortega y Gasset. Merci Pierre Le Vigan d'être venu sur notre plateau. Merci Pierre.